Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce dernier webinaire, je pense, juridique de la saison. Le prochain sera en septembre ou peut-être à la fin du mois d'août, si, en fonction des cas, on verra. Peut-être fin août. Merci en tout cas de nous rejoindre si nombreux, hein, comme d'habitude. Euh, J'espère que tout le monde arrive à se trouver une place au frais en ce moment. Si jamais vous entendez mal mon micro, n'hésitez pas à me le dire. J'ai un ventilateur en marche, donc faut pas hésiter à me dire. Si vous ne comprenez pas, si vous n'entendez pas ce que je dis, j'éteindrai le ventilateur. Euh, En attendant les ultimes arrivants, parfait, merci. En attendant les ultimes arrivants, je précise que donc Tripalio, pour les personnes qui ne savent pas encore, c'est un site d'information spécialisé dans les conventions collectives, précisément la protection sociale dans les conventions collectives. Et donc, c'est à la fois un site de presse en ligne dédié à la santé, la prévoyance, la retraite, mais aussi une base de données CCN sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations sur tous les accords santé, tous les accords prévoyance dans les conventions collectives nationales. Et en ce moment et jusqu'à la fin du mois d'août, vous êtes déjà nombreuses et nombreux à l'avoir essayé, je vous remercie, et à nous avoir fait des retours surtout qui nous sont très utiles pour améliorer l'outil. Jusqu'à la fin du mois d'août 2026, on a notre outil Triparator IA qui vous permet que vous pouvez utiliser gratuitement simplement en créant un compte sur Tripalio. Et vous pouvez voir le précédent webinaire, le webinaire numéro 10, dans lequel je présente comment fonctionne l'outil. Et c'est un outil qui vous permet de comparer à la volée un PDF de prestations frais de santé avec une ou plusieurs conventions collectives. Et bientôt, ça va arriver bientôt. Grâce à vos retours, on améliore l'outil. On a déjà amélioré une partie de l'interface. On va améliorer la lecture optique par l'intelligence artificielle des PDF, la restitution des prestations et les comparaisons aussi, et la fonctionnalité de comparaison entre deux contrats. Aujourd'hui, c'est vraiment entre un contrat que vous insérez et une ou plusieurs conventions collectives. Bientôt, à partir de la semaine prochaine, si tout va bien, début juillet, la comparaison sera possible entre deux contrats que vous aurez insérés. Donc, continuez à nous faire vos retours. Si jamais, et puis de toute façon, de notre côté, on va faire une communication pour vous dire tout ce qu'on a fait de nouveau quand ça sera disponible. Donc, n'hésitez pas à revenir tester le Triparator pour voir tout ce qui a changé et nous dire à nouveau ce que vous en pensez. On a lancé un sondage à ce sujet d'ailleurs que vous pourrez, auquel vous pouvez répondre si vous avez testé l'outil. Et on a aussi un deuxième sujet, et après on aborde les sujets qui nous intéressent. Pour les personnes qui n'ont pas d'abonnement encore à la base de données, vous pouvez précommander le dossier annuel Tripalio qui sortira le 8 juillet et qui fera plus de 3000 pages. Vous pouvez le précommander à moitié prix. Donc c'est 500 € au lieu de 999. Et vous pouvez le précommander maintenant en nous envoyant un mail à contact@tripalio.fr. Dans ce dossier annuel, comme d'habitude, vous allez retrouver l'ensemble des accords santé-prévoyance, nos articles d'analyse qui ont été publiés sur Tripalio depuis le 1er janvier 2025. Vous retrouverez aussi les différents articles d'actualité et de stratégie aussi liés aux conventions collectives, à la protection sociale de tous ces derniers mois depuis qu'on a écrit sur Tripalio. Vous aurez nos synthèses, nos tableaux de synthèse des accords santé-prévoyance en vigueur dans les conventions collectives. Et vous aurez aussi un récapitulatif exhaustif de tous les accords dédiés aux catégories objectives de salariés dites ex-article 36 avec leurs agréments APEC. D'où cette exhaustivité fait que le dossier fait plus de 3000 pages au format PDF.
Et vous avez enfin un dossier qui figure en une du dossier, un dossier spécifique lié à l'analyse du degré élevé de solidarité en santé dans les conventions collectives. Donc, tout ce dossier, vous pouvez le précommander, sorti le 8 juillet, et vous pouvez le précommander à moitié prix, et toutes les personnes qui ont déjà un abonnement à la base de données au moins pourront l'obtenir gratuitement quand il sera sorti. Donc, on fera des communications sur le sujet. Euh, voilà, donc ça c'est dit. On peut se lancer, on peut commencer le webinaire. Aujourd'hui, on va aborder des points qui me tenaient à cœur, qui me semblaient importants d'évoquer et qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer la dernière fois. Et j'en ai même rajouté un petit peu entre-temps, si je puis dire. Et c'est des points jurisprudentiels. Donc en fait, il y a 4 jurisprudences qui me semblaient importants d'aborder avec vous, parce que ça nous concerne, ça concerne le sujet des conventions collectives, de la protection sociale parfois, mais des conventions collectives dans leur ensemble. Et c'est important d'avoir ces sujets en tête, parce que ça peut avoir un effet sur l'activité santé, prévoyance derrière aussi. Et ça permet de pouvoir dialoguer aussi avec les chefs d'entreprise, avec les représentants de salariés sur le terrain. Donc la première jurisprudence qui me semblait importante à aborder, c'est une jurisprudence qui date du 6 mai 2026 et sur laquelle on avait écrit dès le lendemain, dès le 7 mai. Et en fait, ça s'intéresse à cette jurisprudence aux conventions collectives ou aux accords collectifs, hein, quoi qu'il arrive, dont l'entrée en vigueur est soumise à extension. Donc si vous nous lisez si vous suivez les accords collectifs, santé-prévoyance aussi, vous savez que ça arrive souvent quand même qu'on ait des textes qui ont une date d'entrée en vigueur soumise à la publication de l'extension. Donc ça veut dire que qui dit pas d'arrêté d'extension dit pas d'entrée en vigueur. Mais là, le sujet, il est intéressant parce que ça concerne une convention collective dans son ensemble. Ça concerne la convention collective des services à la personne, donc qui a l'IDCC 3127. Donc, c'est pas une petite convention collective, hein. Elle remonte un petit peu. Elle a été signée en 2012, mais elle compte quand même un peu plus de 8000 entreprises et plus de 200 000 salariés. Donc, c'est une bonne convention collective, une belle convention collective, qui a un accord prévoyance, mais qui n'a pas encore d'accord santé, d'ailleurs. Et cette convention collective, justement, elle n'entrait pas en vigueur à une date donnée, elle entrait en vigueur le premier jour du 7e mois suivant l'adoption de son arrêté d'extension. L'arrêté d'extension, en l'occurrence, il a été adopté le 3 avril 2014 et donc la convention collective est entrée en vigueur le 1er novembre 2014. Mais plusieurs années après, en 2017, le Conseil d'État a annulé plusieurs parties de cet arrêté d'extension. Donc, il y avait plusieurs éléments de l'arrêté de la convention collective, finalement, qui n'étaient plus étendus. Parmi ces éléments, il y avait les éléments relatifs à la prime de nuit, donc aux salariés qui travaillent de nuit, qui ont droit à une prime. Donc, en 2017, le Conseil d'État a dit les mesures liées à la prime de nuit dans la convention collective ne sont plus étendues. Et on va voir que ça a un effet important, étant donné que la convention collective ne pouvait entrer en vigueur que si elle était étendue. Et donc là, on voit qu'il y a une partie des mesures, finalement, qui ne sont pas étendues. Et en fait, pourquoi le Conseil d'État il a dû rendre une décision? Parce qu'il y avait un salarié qui n'avait pas reçu ses primes de nuit, qui a estimé donc que son employeur était en faute et qui a décidé de partir de l'entreprise en demandant au conseil de prud'homme, donc au juge, hein, de requalifier son départ en prise d'acte. C'est-à-dire que son départ ne serait pas une démission, mais serait la prise d'acte d'une faute commise par l'employeur. Et donc, l'employeur devrait indemniser le salarié pour ne pas lui avoir payé ses primes de nuit. L'employeur, lui, il dit, bah non, les primes de nuit, étant donné qu'elles ne sont pas étendues, j'ai pas à les payer aux salariés, donc j'ai pas commis de faute. C'est pas entré en vigueur finalement. Donc
Le salarié ne peut pas faire de prise d'acte, ça ne peut pas être reconnu comme une prise d'acte. Donc, là, la question qui s'est posée au juge, c'est, il y en a deux d'ailleurs. D'une, est-ce que les mesures qui n'ont pas été étendues finalement, dont l'extension a été annulée, continuent à s'appliquer ou pas dans l'ensemble des entreprises? Pourquoi je dis ou pas? Parce qu'il faut se souvenir que les entreprises qui adhèrent aux signataires d'une convention collective doivent quand même appliquer l'accord, même s'il n'est pas étendu. Et là, c'était le cas du chef d'entreprise qui adhérait à l'organisation d'employeurs FEDESAP. Donc ça paraît un peu alambiqué, mais c'est très simple. C'est-à-dire, par principe, quand un accord collectif est signé, les entreprises qui adhèrent à une organisation signataire doivent appliquer le texte, même s'il n'est pas étendu. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que ce principe vaut toujours, sachant que l'accord n'est applicable que s'il a été étendu. Et donc là, la Cour... j'ai dit le Conseil d'État tout à l'heure? Oui. J'ai pas dit Cour de cassation. Hein. C'est bien le Conseil d'État. Non, c'est le Conseil d'État qui a annulé, pardon. Et là, c'est la Cour de cassation. Voilà, je m'embrouille les pinceaux. C'est la Cour de cassation qui rend une décision suite à l'annulation de l'arrêté d'extension. Donc la Cour de cassation, là, la question qu'elle doit se poser, c'est est-ce que l'annulation d'une partie de l'arrêté d'extension a un effet dans cette entreprise qui adhère à la FEDESAP? Donc est-ce que ça annule bien la mesure, l'application de la mesure, ou est-ce que, étant donné que l'entreprise adhère à la FEDESAP, l'annulation d'extension importe peu, les primes de nuit s'appliquent quand même si elles ne sont pas étendues. Là, la question, elle est bonne à poser parce que jusqu'ici, la jurisprudence voulait que même si on annulait une partie de l'arrêté d'extension, les entreprises qui adhéraient à une organisation patronale devaient quand même appliquer la mesure, alors même que son entrée en vigueur était soumise à extension. Et là, c'est un revirement que le juge opère. Maintenant, dès qu'un accord, le juge estime que toutes les mesures dont l'extension a été annulée ne sont pas applicables pour personne, même les entreprises qui adhèrent à la FEDESAP, à l'organisation patronale qui a signé. Donc là, ça veut dire que même les primes de nuit ne s'appliquent pas dans les entreprises qui ont adhéré à l'organisation patronale qui a signé ces primes de nuit, parce que cette mesure-là était, comme l'ensemble de la convention collective, soumise à la publication de son arrêté d'extension. Donc, c'est une gymnastique qui peut paraître complexe à avoir, mais c'est important à avoir en tête ça. C'est un nouveau paramètre parce que, étant donné qu'on a beaucoup d'accords santé, une bonne partie d'accords santé, une bonne partie d'accords prévoyance qui sont soumis à extension pour s'appliquer, il faudra à l'avenir, il faudra continuer à être vigilant sur les éventuelles annulations d'extension. Parce que ça voudra dire que s'il y a telle ou telle mesure qui finalement n'est pas étendue, elle n'est pas applicable, elle ne sera plus applicable. Donc ça, c'est vraiment un point qui me semblait très important et que vous pouvez retrouver sur Tripalio. Donc c'est un article pour tous nos abonnés qui a été publié le 7 mai. Ça, c'est la première jurisprudence que je voulais aborder. Je vous propose si vous avez des questions, d'ailleurs, tout au long de l'intervention, n'hésitez pas à les réserver pour la fin. On aura, comme d'habitude, un petit temps pour échanger. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, peut-être. Donc, si vous avez besoin qu'on reclarifie, qu'on essaye de revoir ça ensemble, n'hésitez pas. La deuxième jurisprudence qui est intéressante à mes yeux, ça concerne les catégories objectives. Donc là encore, je l'avais écrit dessus, c'était le 20 mai, c'est un article qui date du 20 mai, et qui concerne en fait les catégories, le principe des catégories objectives de salariés en matière de retraite collective.
C'est important parce que, certes, c'est peut-être les, les PER d'entreprise, les PER collectifs sont peut-être pas aussi fréquents qu'on pourrait le penser, mais ça peut avoir des conséquences pour les entreprises si, on va le voir, si elles ne respectent pas bien euh, les, les conditions de mise en place euh, pour pouvoir exonérer leurs abondements de cotisation. Parce qu'en fait, on va voir que, c'est ce que nous dit cette jurisprudence, euh, les, les- les conditions des catégories objectives de salariés s'appliquent bien aux abondements versés par l'employeur en termes de retraite. Donc là, c'est une décision qui date, qui remonte un petit peu pour le coup, ça remonte au 19 mars 2026. Et en fait, c'est une entreprise qui avait mis en place en interne un, un ancien PERCO, euh, et en accord hein, avec tous les salariés de tous les établissements. Il y avait une condition qui avait été définie pour définir les montants d'abondement versés par l'employeur sur les PER, sur les PERCO. Cette condition, c'était une condition d'âge. Donc, dans tous les établissements, c'était commun à tout le monde, avec l'accord des représentants des salariés, en fonction de l'âge du salarié, l'abondement de l'employeur était différent. Bon, tout va bien jusqu'à ce que l'URSSAF mette son nez là-dedans, effectue un contrôle et décide non pas de faire un redressement, pour des conditions qui nous intéressent pas aujourd'hui, mais de dire que pour l'avenir, pour les futurs abondements, euh, aucune exonération de cotisation ne sera possible. Et pourquoi l'URSSAF dit ça? Parce que elle rappelle que la distinction des salariés selon l'âge n'est pas un critère de catégorie objective qui est autorisé. Donc, tous les abondements que verse l'employeur ne peuvent pas être différents selon l'âge des salariés. Donc, ils ne peuvent pas être exonérés de cotisations, au même titre que des cotisations frais de santé ou prévoyance. Mais l'employeur, lui, il estime que bah, si tout le monde est d'accord, si tout le monde a signé en interne, il n'y a pas de problème. On peut différencier en fonction de l'âge. Donc, il y a deux questions qui se posent au juge. La première, c'était quand même de savoir est-ce que un abondement retraite, retraite collective, c'est vraiment assimilable à une cotisation santé, à une cotisation prévoyance, est-ce que ça peut vraiment être exonéré de cotisation? Déjà, c'est la première question à se poser. Il y avait un petit doute. Et la Cour en déduit que, enfin, la Cour estime que oui, c'est assimilable à une cotisation de ce genre. Et elle le disait, hein, que le régime social des abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne retraite collectif est assimilé à celui des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite. Donc ça, c'est important, il fallait quand même clarifier ce point. C'est bon à savoir. Donc ça veut dire que les abondements sur un PER sont traités comme des cotisations santé-prévoyance et peuvent être exonérés de cotisations sociales. Premier point. Mais le deuxième point qui intéresse surtout l'entreprise en l'occurrence, mais qui nous intéresse aussi plus largement au niveau des catégories objectives, deuxième point, c'est est-ce que si tout le monde est d'accord dans une entreprise, est-ce qu'on peut faire une distinction selon l'âge des salariés? Et là, bah, le juge est catégorique, hein, et pour les personnes qui travaillent sur le sujet, ça ne fera pas beaucoup de... Ils ne seront pas très étonnés. Le juge cite simplement le Code de la sécurité sociale, hein, l'article R242-1-1, qui exclut spécifiquement l'âge de la définition des catégories objectives de salariés. Les catégories objectives ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou de l'ancienneté des salariés. Donc là, l'âge comme critère de catégorie objective est clairement exclu. Donc même si tout le monde est d'accord dans une entreprise, dans tous les établissements de l'entreprise pour fixer ce critère-là, c'est pas possible. On ne peut pas déroger à cet article-là.
Donc là, en l'occurrence, les abondements ne pourront pas bénéficier les futurs abondements de l'entreprise ne peuvent pas bénéficier d'exonération sociale. Donc ça, c'est important à savoir. C'est un rappel utile, mais ce qui est surtout bon, je trouve, c'est que ça nous rappelle aussi que les abondements sur des PER sont assimilables à des cotisations qui peuvent être exonérées de cotisations sociales. Donc c'est bon à savoir pour le métier quotidien sur le sujet. Donc ça, c'était la deuxième jurisprudence qui me semblait intéressante. La troisième, ensuite, on a deux jurisprudences qui peuvent paraître, qui sont sur le même thème, sur le thème des forfaits jours, du forfait jour, mais qui abordent le sujet de manière très différente. Et c'est intéressant parce que ça concerne des conventions collectives bien particulières quand même, enfin, importantes, qui représentent une bonne part du marché de protection sociale. Première jurisprudence intéressante, c'est une jurisprudence sur laquelle on a écrit le 12 mai dernier, et elle concerne le forfait jour quand une entreprise se trompe de convention collective de rattachement. On peut penser que ça peut être grave, c'est-à-dire qu'on peut se dire, si jamais on ne se base pas sur la bonne convention collective pour mettre en place le forfait jour, le château de cartes s'effondre et tous les salariés qui étaient sur ce forfait jour erroné, sur cette mauvaise convention collective, ont droit à une requalification en 35 heures, 39 heures, je ne sais pas, avec le rattrapage des heures supplémentaires qui doivent être payées. Ben, c'est pas si simple que ça. Et donc, c'est une décision qui a été rendue le 25 mars. Et pourquoi c'est pas si simple? Parce qu'en l'occurrence, en fait, c'était une entreprise donc, qui s'était basée sur la convention collective des bureaux d'études, le Syntec, qui est un forfait jour de 218 jours par an. Cette entreprise avait signé les conventions individuelles de forfait jour qui allaient bien, comme il fallait, avec les salariés concernés. Mais il y a une salariée qui constate qu'elle relève plutôt de la convention collective des commerces de gros et pas du tout de la convention collective des bureaux d'études. Et dans la convention collective des commerces de gros, le plafond de nombre de jours travaillés par an, c'est pas 218 comme dans le Syntec, c'est 214. Donc cette salariée, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle réclame l'annulité de la convention de forfait jour et elle demande donc à l'entreprise forcément de lui payer toutes les heures supplémentaires, les dommages et intérêts qui en découlent, etc. L'entreprise, elle n'a pas vraiment envie forcément. Donc pour l'entreprise, en revanche, son point de vue, c'est de dire non, certes, j'aurais dû appliquer la CCN des commerces de gros, donc j'ai juste à payer le différentiel des jours travaillés en trop. On va voir que c'est une chance pour l'entreprise qui est bien un forfait jour dans la CCN des commerces de gros. On va le voir après. Et donc la question à laquelle doit répondre le juge ici, c'est de savoir si le fait de se tromper de convention collective, c'est vraiment rédhibitoire, ça annule vraiment le forfait jour. Et là, en l'occurrence, non, ça l'annule pas forcément. D'ailleurs, c'est une chance c'est une chance pour l'entreprise parce qu'en fait, là, le juge, pardon, il considère qu'à partir du moment où toutes les conditions de mise en place du forfait jour ont été réunies, c'est-à-dire une convention collective de rattachement, un nombre de jours travaillés qui ne dépasse pas le plafond de 218 jours prévu par la loi, une convention individuelle qui est signée en bonne et due forme. À partir du moment où tous les critères de base en fait sont réunis, le fait qu'on se soit trompé de convention collective de rattachement ne fait pas annuler le forfait jour. Il faut simplement rectifier le décalage de nombre de jours travaillés qu'il y a pu avoir sur les années précédentes. Donc là, ça sauve un petit peu l'entreprise, ça lui permet d'avoir juste à payer à la salariée, malheureusement pour la salariée d'ailleurs, qui peut s'estimer lésée, mais c'est ce que décide le juge. Le juge estime que l'entreprise peut simplement payer à la salariée les jours qu'elle a travaillé, donc les 4 jours qu'elle a travaillé en plus
chaque année, majorés, évidemment, parce que c'est des jours qui dépassent les 214 jours prévus par la convention collective des commerces de gros qui aurait dû s'appliquer. Mais ça ne va pas plus loin que ça. L'entreprise, elle n'a pas à payer à la salariée les heures supplémentaires qui auraient été dues si jamais tout le forfait jour avait été annulé. Donc on peut voir cette décision, elle a deux facettes. Elle a la facette jour, qui est le cas où on se trompe de convention collective et la convention collective véritablement applicable a un autre forfait jour, bien en vigueur, auquel on doit s'adapter. Et ça, c'est le côté jour. Le côté nuit pour l'entreprise, c'est si jamais la convention collective véritablement applicable n'a pas de forfait jour. Et là, par contre, ça veut dire que ça annule vraiment, si jamais la convention collective qui aurait dû être appliquée n'a pas de forfait jour, ça fait tout tomber parce que le forfait jour n'aurait pas dû être mis en place. Et là, le salarié ou la salariée qui réclame la requalification de son contrat, euh, en contrat 35 heures, 39 heures, là, le salarié a droit au paiement de toutes les heures supplémentaires qui ont été travaillées. Donc, c'est important à savoir aussi, ça, parce que il y a beaucoup de salariés, évidemment, dans ces secteurs-là, commerce de gros, bureau d'études, mais dans beaucoup d'autres secteurs aussi, qui sont au forfait jour. Donc, c'est important d'avoir ce point en tête aussi sur le fait que l'erreur de convention collective n'est pas rédhibitoire et qu'un salarié peut se rattraper aux branches, une entreprise, pardon, peut se rattraper aux branches si jamais la convention collective vraiment applicable a le même type d'accord, mais légèrement différent. Donc, est-ce que c'est applicable aussi, est-ce que c'est transposable une telle interprétation, une telle solution à une erreur de CCN sur un accord santé et un accord prévoyance? Pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence sur le sujet, mais la porte reste ouverte. La porte est quand même entrouverte. Pour moi, pour Tripalio, c'est une interprétation intéressante. Ça veut dire que on a un certain droit à l'erreur, l'entreprise a un certain droit à l'erreur. Et donc, s'il y a une erreur de convention collective du côté de la protection sociale, ça veut dire voilà, il peut y avoir des solutions, des entre-deux entre l'annulation et l'application de l'accord. Donc ça, c'était la troisième jurisprudence qui me semblait intéressante à aborder. Et la quatrième jurisprudence concerne aussi le forfait jour dans la métallurgie. Et là, elle concerne plutôt le dépassement de l'accord mis en place dans la CCN et ses conséquences en cas d'annulation. Pourquoi je dis ça? Donc, ça, c'est un article qui a été écrit, publié le 10 juin sur Tripalio, et c'est une décision qui est plus récente que les autres, qui date du 3 juin 2026. Et en fait, elle rappelle que on est sur le thème du forfait jour, mais globalement, c'est vraiment un enseignement qui peut s'appliquer à d'autres thèmes. Ça rappelle quand même que, notamment en matière de forfait jour, c'est important pour l'entreprise de coller vraiment au plus proche de l'accord CCN, de pas trop s'en détacher, parce que ça peut lui jouer des tours. Et en plus, on ne parle pas là de n'importe quelle entreprise, hein, d'une TPE qui s'est malheureusement, ou d'une PME qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Là, on parle vraiment de Intel, donc le géant américain, qui fait face à 5 salariés et qui étaient tous au forfait jour sous l'ancienne convention collective des cadres de la métallurgie, qui est désormais fusionnée dans la CCN de la métallurgie globalement. Et donc, dans cette ancienne convention collective des cadres de la métallurgie, ces 5 salariés-là étaient tous au forfait jour. Et ils ont été licenciés, et à l'occasion de leur licenciement par Intel, ils réclament l'annulation de leur forfait jour
au motif que l'employeur n'a pas mis en place tout ce qui était prévu par la convention collective. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. L'employeur conteste au début, mais ce n'est pas contesté jusqu'en cassation. Effectivement, l'employeur n'a pas mis en place toutes les démarches de contrôle, de suivi de la charge de travail des salariés. Donc, le forfait jour est annulé, d'accord. Mais donc l'employeur, avec cette annulation, il doit payer forcément tout un tas de sommes, dommages et intérêts, heures supplémentaires aux salariés licenciés. Mais en contrepartie, l'employeur dit, bah, moi, à l'occasion du forfait jour, j'ai payé des RTT, donc des jours de réduction du temps de travail à ces salariés-là. C'était prévu dans la convention individuelle de forfait jour. Et donc, étant donné que la convention de forfait jour est annulée, je veux que les salariés remboursent ces RTT que je leur ai payés. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut forcer ou pas les salariés à rembourser ces RTT qui sont prévus dans l'accord de forfait jour qui a été signé en entreprise. Je dis bien en entreprise. Et pourquoi cette question elle se pose? Parce qu'en fait, quand le juge regarde la convention collective de l'époque, celle des cadres de la métallurgie, eh ben, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de RTT qui est prévu. C'est-à-dire que la convention collective de la métallurgie, elle se contente de dire combien de jours sont travaillés dans l'année, est-ce que les salariés ont droit à des jours de repos, etc. Mais ça ne prévoit pas que les jours ont le droit d'avoir des RTT qui ouvrent droit à la rémunération qui est liée à ces jours de repos, réduction du temps de travail. Donc en fait, c'est l'entreprise elle-même qui a décidé d'aller plus loin que la convention collective, d'être plus généreuse. Et donc le juge considère que, vu que ce n'est pas prévu par la convention collective, eh ben, c'est pas la peine, enfin, l'employeur ne peut pas réclamer le remboursement de ces jours-là, de ces RTT, aux salariés, parce que c'est un droit qu'il leur a octroyé de son plein gré, sans obligation de le faire. C'était pas écrit dans la convention collective. Et donc, partant de là, c'est l'entreprise qui assume sa responsabilité d'avoir octroyé ce droit au-delà de ce que prévoyait la CCN. Donc, ça aussi, c'est un enseignement important. Alors, c'est pas forcément, là pour le coup, on s'éloigne un peu de la santé-prévoyance. C'est pas vraiment transposable à la santé et à la prévoyance collective, mais c'est important quand même de voir le type de raisonnement qui peut s'opérer. Surtout que là, on est dans des entreprises, dans des secteurs, depuis tout à l'heure, métallurgie, commerce de gros, bureau d'études, on est dans des secteurs qui sont importants. Donc c'est bien de connaître un peu cet environnement droit du travail quand on va quand vous allez ou quand vos équipes vont chez des entreprises clientes. C'est bien d'avoir ces éléments en tête voilà, pour apporter des solutions, apporter des idées aussi aux, aux salariés des ressources humaines, aux DRH, aux chefs d'entreprise. Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vu que l'entreprise, elle a été au-delà, elle était plus généreuse que la convention collective, elle ne peut pas réclamer le remboursement d'IRTT. Les salariés n'ont pas à les rembourser, et donc tant pis pour l'entreprise. Donc ça veut dire aussi que là, on voit bien, ça concerne un géant, ça concerne une grosse entreprise, ça veut dire que même les très gros tombent dans ce genre de piège. Ce genre, enfin, c'est pas un piège, enfin, c'est un piège dans le sens où elle peut pas, elle a été plus généreuse que la convention collective, euh, mais voilà, c'est le genre d'erreur, entre guillemets, que les petites et les très petites et les PME entreprises ne sont pas les seules à commettre. Voilà sur les quatre jurisprudences du jour, du webinaire. Est-ce que vous voulez aborder, revenir sur certains sujets de cette jurisprudence, de ces quatre jurisprudences, ou est-ce que vous avez des questions, sachant que de toute façon, ce webinaire, comme tous les autres, il sera remis sur la chaîne YouTube de Tripalio.
Donc, il n'y aura pas de difficulté pour le revoir. Après, si vous voulez aborder d'autres sujets, c'est possible aussi, évidemment. Ça a l'air d'être clair. Alors, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, il y a un autre article juridique qui a été publié aujourd'hui qui peut vous intéresser aussi, qui concerne les quelques difficultés que rencontre l'extension de la convention collective des commissaires de justice et sociétés de vente volontaire. Donc ça, c'est une analyse aussi c'est une analyse d'une décision du Conseil d'État qui peut être intéressante à connaître pour toutes les personnes qui sont positionnées sur ce secteur-là, donc qui fusionnent, pour rappel, la CCN des huissiers de justice, la CCN des commissaires-priseurs judiciaires. Alors oui, je vois qu'il y a une question concernant la première jurisprudence. Donc la première jurisprudence, c'était sur les arrêtés d'extension. Donc c'était sur la convention collective dont l'arrêté d'extension est la condition de son entrée en vigueur et sur le fait que si les mesures qui finalement ne sont pas étendues, et donc oui, c'est l'impact s'agissant de le contrat prévoyance devrait-il cesser immédiatement lorsque l'accord ne s'applique plus en raison de la non-extension de l'accord avenant. Bah, alors, si jamais un accord prévoyance. Alors, le contrat, lui, il reste en cours, de toute façon. Le contrat, il est signé, il est en vigueur. Si jamais le contrat, il se base sur un accord dans une convention collective qui finalement n'est plus étendu, dont l'extension est annulée, alors que c'était une condition pour que l'accord prévoyance entre en vigueur. Donc on va dire que là, l'ensemble de l'accord prévoyance n'est plus étendu. Le contrat, lui, il continue d'exister. Ça n'a pas le fait qu'un accord ne soit plus applicable n'a pas d'effet sur la validité d'un contrat. C'est vraiment, en revanche, le contrat n'a plus à être conforme à l'accord qui n'est plus en vigueur. C'est plutôt comme ça qu'il faut le percevoir. Mais là, on est vraiment dans un cas théorique, à ma connaissance. Ça veut dire que si jamais le contrat colle à la convention collective, que l'accord prévoyance de la convention collective tombe, n'est plus applicable parce qu'il n'est plus étendu et qu'il devait être étendu pour s'appliquer, et ben le contrat peut évoluer en dehors des clous initiaux, vu qu'il n'y a plus d'accord collectif. Mais il faut faire attention parce que on imagine bien que si jamais un accord n'est plus applicable, si un accord n'est plus applicable, bah, les partenaires sociaux ils vont se dépêcher de signer quelque chose pour le remplacer, de corriger le tir. Et c'est pas impossible aussi que dans une décision de justice qui annule une annulation d'extension qui aurait cette conséquence-là, bon, toujours en théorie, hein, c'est pas impossible que l'annulation de l'extension soit suivie d'une précision sur la survie pendant X temps jusqu'à la signature d'un nouvel accord, par exemple. Donc, faut pas imaginer qu'il y a une règle bien, bien précise. Ça dépend vraiment des cas. Et oui, alors oui, s'il y a une, si,
une entreprise souhaite conclure un accord en interne pour, pour pallier l'inapplication de l'accord au niveau de la convention collective, c'est tout à fait possible que les partenaires sociaux dans une entreprise signent un accord pour continuer à garantir le socle qui était jusqu'ici prévu par la convention collective. Mais dans tous les cas, le contrat n'est pas, la validité du contrat n'est pas affectée euh, par un accord qui cesserait de s'appliquer, un accord collectif qui cesserait de s'appliquer. Et c'est juste son contenu qui est beaucoup plus libre. Et c'est des très bonnes questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent des précisions, peut-être? Non, j'ai pas l'impression pour l'instant. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir bravé pour certains et certaines d'entre vous, j'imagine, un peu de chaleur pour être là. Je vous remercie de nous suivre, hein, toujours aussi nombreux depuis le lancement de ces webinaires mensuels. On espère que moi et toute l'équipe Tripaio, hein, on espère que ça continue à vous plaire. Donc n'hésitez pas à revoir si vous souhaitez à mettre des commentaires sur YouTube, hein, sur notre chaîne YouTube Tripaio. Donc, toutes les vidéos sont disponibles gratuitement. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée, potentiellement en fin août et peut-être plutôt fin septembre. En fait, ça dépendra de l'actualité. Ça dépendra de ce qu'il y a à dire, mais je pense, vu l'actualité de ces derniers jours, je pense qu'il y aura des choses à dire, nécessairement. Et d'ici là, bah, si vous souhaitez précommander le dossier annuel Tripalio, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@tripalio.fr et n'hésitez pas à aller tester le Triparator. Encore une fois, Triparator accessible en passant la souris sur la base de données Tripalio sur nos outils Triparator. Voilà. N'hésitez pas à le tester, à nous envoyer vos commentaires. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à répondre au sondage si ce n'est pas encore fait. Et nous, bah, ça nous sert aussi à améliorer l'outil et à vous proposer quelque chose qui vous soit vraiment utile au quotidien. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à vous, très bonne fin de semaine également, et je vous dis à bientôt alors. Au revoir.